Eh, Ouais. tu connais le cairn de Barnenay ? Le cairn de Barnenay. Ouais. Non, je ne connais pas, non. Ah bah c'est un monument mégalithique du néolithique se trouvant au lieu-dit Barnenay dans la commune de Plouézoc sur la côte nord du Finistère, en Bretagne. Évidemment. Et c'est pas juste un dolmen standard, hein. On parle d'une construction complexe de 75 sur 28 mètres pour une hauteur de 6 mètres avec des couloirs et tout. Oh. Le rôle de cette construction était clairement funéraire et il s'agissait d'une nécropole avec une vue magnifique sur la baie de Mornay. Bon bah et si je te parle de ça, c'est bien sûr pour flexer en tant que breton. Pour Bah pas évidemment, changer. bah oui, en tant que Finistérien. Et ouais, roi. parce que on estime que sa construction s'est achevée vers 4700 avant JC, soit quelques 2100 ans avant la plus ancienne pyramide d'Égypte. Eh, Et ça, c'est vraiment très cool. alors ça, c'est un flex de ouf, quoi. Dans ton culture. Pas mal, c'est français. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Ça, que Servietsky te dit, n'oublie pas d'emporter une serviette. Ok. On se fume un pétard. Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Et alors, où allons-nous les gars? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Comme tous les 15 jours, c'est un plaisir, mais alors énorme, de vous retrouver pour vous raconter des trucs très intéressants, de sujets aléatoires à la fois. Et pour cela, je ne serai bien sûr pas seul, car je serai accompagné, comme vous le savez, de mon dude, mon vieux gars, malin comme Han Solo, intelligent comme Obi-Wan, mais pas relou comme Jar Jar Binks. Je veux bien sûr parler de Sam. Comment vas-tu bien, toi, là ? Bah écoute, ça va très bien, et j'apprécie le fait que tu ne m'aies pas comparé à Jar Jar Binks, du coup, ça fait plaisir. Ah mais y a pas de problème, et c'est également une petite rêve pour tous les fans de Stargate qui nous écoutent. Nous vous Évidemment. savons nombreux. Tu sais, Stargate, c'est cette série où il y a Monsieur Spock. Évidemment. Oui, évidemment. Et toi, God, comment vas-tu? Ah ben je vais extrêmement bien. Extrêmement bien. Paré pour une belle session de travail. Mhm. Je sais qu'on a déjà communiqué là-dessus sur Insta, mais sachez que notre podcast est 100% produit sans IA. De nos scripts à nos visuels chatoyants, en passant par nos posts Insta, tout est fait à la mano, avec amour. Dans Ton Culture, un podcast fait maison. Voilà, je pense que là c'est clair. C'est beau, ouais. Alors, est-ce que t'es prêt pour le premier sujet ? Allons-y. Allez ! Allez. Vodka, Vodka! vodka, Vodka! vodka, Vodka! vodka. Et je vais te dire que... Je vais te dire pourquoi Macron, c'est un fils d'up. Eh oh, non mais calme-toi là, mon gars, qu'est-ce que tu fais? Désolé, je crois que j'étais encore sous l'effet du jingle. On n'était pas un peu pété quand on l'a enregistré, celui-là ? Il y a moyen. Ouais, il y a moyen. Bah, il fallait en même temps. Obligé. Ah, la vodka. Tout le monde a son petit passif avec cet alcool. Souvent dans les premières soirées ou sorties, c'était un premier choix car pas cher et se mélangeant à tout ce qui existe. Ouais. Moi, j'ai notamment un souvenir à l'époque où j'étais au lycée d'un pote qui avait un cocktail de sa préparation, vodka, coca, crème de cassis. Oh. Et qui était pas si mauvais que ça pour autant que je m'en souvienne. Coca crème de cassis, ça fait penser à du coca de cherry là ou je sais pas quoi. Exactement. Mais Ça non, m'a- je trouvais que l'idée était bonne. Ouais. D'ailleurs, Kev, si tu nous écoutes. On pouvait aussi la retrouver dans des prémix qui vous feront dire « Oh mon Dieu, j'en ai sifflé des douzaines », comme les Smirnoff Ice. Bah évidemment. Et il y avait également la Kriska, la bière à la vodka. La Qui- Kriska, Ouais, ça me parle je crois pas qu'elle ça. n'existe plus par Ouais. contre. hein. Toi, t'as des trucs comme ça qui te reviennent là, à base de vodka de l'époque ? Bah oui, évidemment, mes premières cuites, et puis surtout, maintenant que j'y pense, les publicistes qui vendaient les vodka aux jeunes pour rendre Oui, ça bien sûr. attractif. Ouais. C'est beau, c'est beau. Bah oui, ça C'est se beau le mélange capitalisme. ça se mélange à tout et à n'importe quoi. Mhm, ouais, Mais on va carrément. voir ça plus en détail. Mais bon, toutes ces considérations sont triviales, elles ne touchent qu'à la nostalgie, et comme vous le savez, la nostalgie est dangereuse, car elle mène au retour de la dictature. En parlant, Direct quoi. en parlant de dictature, il va être très difficile de traiter ce sujet sans évoquer un mouvement politique dont nous sommes, et à nos dépens, particulièrement friands.
D'ailleurs, nos sujets sont un peu liés. On peut penser qu'à travers l'histoire, et surtout contemporaine, des milliers de gens se sont sans doute pointés dans un salon de tatouage de Dublin, proche de Temple Bar, après une douzaine de shots de vodka, pour se faire un leprechaun qui montre son cul sur l'épaule gauche. Évidemment. C'est un classique. Bah oui, On ça a c'est tous la vu ça. base. Exactement, moi j'en ai 2. La vodka fait sa première apparition en Russie au XVe siècle, mais son histoire remonte à bien avant et trouve ses origines en Orient. S'inspirant des travaux sur la distillation d'un savant perse du VIe siècle, c'est le moine Isidore du monastère de Tchoudov, donc c'est un monastère qui se trouve dans le Kremlin, qui crée la recette de la vodka en 1430. Trouvant dans ce breuvage une source non négligeable de revenus, l'État russe impose un monopole de production et de commercialisation en 1553, et à l'époque, la vodka ne titrait qu'à 10 ou 20 degrés. Oh. C'était assez léger. Ah ok, d'accord. Ouais, voilà. J'ai trouvé une partie de ces informations sur le site caviarpassion.com qui propose différents types de vodka et de caviar et qui offre la livraison à partir de 160 € d'achat, comme quoi ce qu'ils vendent n'est pas forcément donné. Bah le caviar en même temps, bon. C'est ça, c'est rarement Voilà, un quoi. truc... voilà, c'est Je pense pas pas que ce soit la vodka qui coûte le plus cher là-dedans. Je pense pas non plus. Non, on est d'accord. Le terme vodka est extrêmement connu à travers le monde et ce pas uniquement grâce au t-shirt Vodka Connecting People. Au secours. Mais dis donc Sam, qu'est-ce que ça veut dire en russe vodka ? Vin de pain, petit eau brûlante ou poison du capitalisme. Petit eau ou eau piquante. Eau brûlante. Eau brûlante. Ouais. Ouais, je vais dire, allez, on va dire petite eau. Et c'est une très bonne réponse. Yeah. Effectivement, parce qu'en russe, voda c'est l'eau, et si tu mets le suffixe ka, ça veut dire petite. Donc littéralement petite eau. Okay. C'est mignon C'est comme bah, c'est oui. vraiment très Ah mignon. oui, c'est trompeur ceci dit. Alors j'ai voulu aussi, j'ai voulu être très précis et genre t'expliquer comment étape par étape on fait de la vodka. J'ai trouvé un site qui vend des alambics et qui explique ça très très bien. Mais alors par contre, de manière assez dense. Donc je t'ai résumé le truc, ça donne à peu près ça. La vodka est fabriquée à partir de blé, de seigle, d'orge, de maïs ou de pommes de terre. Vous pouvez également utiliser du sucre et de la mélasse. Basiquement n'importe quoi. Si on veut utiliser que des pommes de terre pour notre vodka, par exemple, elles auront besoin d'un peu d'aide supplémentaire pour convertir leur amidon en sucre. Il faut à ce moment-là ajouter des enzymes. Les enzymes sont nécessaires pour convertir l'amidon en sucre parce que l'alcool vient du sucre. Voilà, Okay. ça c'est vraiment la base de la base. On fait une purée avec les pommes de terre, alors pas une mousseline, hein. Bah évidemment, J'ai j'ai compris mon gars, j'ai exactement, compris. parce que sinon on serait tenté. Qu'on laisse dans la purée, on la laisse poser avec des enzymes pendant une nuit. Le lendemain, on ajoute de la levure et on fourre tout ça dans l'alambic. Et pof, ça fait des chocs à pic, non? Oh mais non, Oh, mais non, mais attends, non. j'y suis pas encore. Donc l'alambic chauffe le liquide fermenté qui à ce moment-là a une teneur en alcool relativement faible, jusqu'à ce qu'il atteigne une température supérieure au point d'ébullition de l'alcool, mais inférieure au point d'ébullition de l'eau. De cette façon, l'alcool s'évapore, alors que la plus grande quantité de l'eau, elle, ne s'évapore pas. L'alcool évaporé monte dans le tube de l'alambic, et ce tube est refroidi de l'extérieur avec de l'eau froide, pour que l'alcool évaporé se refroidisse et se condense, et redevienne ainsi liquide. Bah moi, la seule chose que je me dis, La distillation, quoi. c'est que si les cours de physique avaient été faits comme ça aurait été vachement plus cool. Eh, t'as vu, Ouais, hein ouais. Non, mais je pense que je vais voir. Ouais, Je vais voir. Ouais. soumets ça à l'éducation nationale. Je pense Ouais, que non, ils vont- mais ils vont je pense qu'il kiffer. faudrait surtout rediffuser C'est pas sorcier à l'école. Pas faux. Donc on fait ça 3 fois, histoire d'être sûr que tous les éléments nocifs ou tout simplement mauvais soient séparés durant la distillation, comme l'huile de fusel ou le méthanol. Et tu finis avec un distillat au niveau d'alcool variable, entre 40 et 60 degrés. Donc c'est pas super précis, mais pas de souci. On le mélange avec de l'eau déminéralisée pour équilibrer son taux d'alcool, et paf, t'as de la vodka. Ah, Et les pas des chocs à chocs à pic. pic. Non, non, oh là, je vraiment, suis déçu. et non, on reste sur le sujet, s'il Ok. te plaît. Oui, oui. En fait, la vodka, c'est plus un procédé de fabrication qu'un alcool, vu que tu peux vraiment le fabriquer à partir de tellement d'ingrédients différents, quoi. Mais alors, si tu peux la faire à base de sucre, c'est quoi la différence avec du rhum ? Eh oui, ça c'est une question qui mérite d'être posée, et je vais y répondre. Ouais. La vodka à la canne à sucre, elle existe. Hein. Elle est fabriquée à partir de jus fermenté et distillé de la canne à sucre, qui est ensuite filtré et généralement dilué avec de l'eau pour atteindre le degré d'alcool souhaité. C'est un spiritueux clair qui est plus souvent utilisé comme base pour les cocktails. Donc ça existe, hein, de la vodka de sucre. Ok. Le rhum, en revanche, est fabriqué à partir de sous-produits fermentés et distillés de la canne à sucre,
comme la mélasse ou le sirop de canne à sucre directement. Il est ensuite vieilli en fût de chêne, ce qui peut lui donner un profil aromatique distinct en fonction de la durée du vieillissement et du type de fût utilisé. C'est un peu comme le whisky en fait. D'accord. Contrairement à la vodka qui, elle, elle a pas besoin de vieillir en fait. Ouais. Elle est prête tout de suite. Il s'en bat la race, C'est elle fait ce qu'elle veut, efficace, quoi. c'est Ouais. efficace, c'est comme un plan quinquennal. Alors, il est difficile d'ignorer le lien étroit entre la vodka et la Russie. Elle a été prohibée par le tsar Nicolas II pendant la Première Guerre mondiale, puis par les bolcheviks jusqu'en 1924, pardon. Et oui, les Russes aussi ont eu leur prohibition. Eh ben, C'est fou ça, moi je savais pas, je pensais que c'était un truc 100% américain. bah, on parle que de celle-ci, hein, donc... Et on est ouais. d'accord, et ben non, les Russes ont fait pareil. Bon, après, D'accord. je pense que dans les campagnes de Sibérie, je pense que les mecs... Ouais, et puis bah, comme la prohibition américaine, le moonshine vient de cette époque-là, hein, donc voilà, hein. C'est ça, il y avait forcément un marché noir Bah. énorme. Évidemment. La vodka est depuis devenue une composante essentielle de l'art de vivre à la russe, camarade indispensable pour faire la fête ou noyer son chagrin. Diffusée dans le monde entier après 1917 par les immigrés, la vodka est aujourd'hui l'alcool fort le plus consommé de la planète. Probablement aussi du fait de son procédé de fabrication extrêmement simple. Parce que voilà, pas besoin de faire vieillir, pas besoin de... C'est C'est un des immédiat. meilleurs arguments pro-immigration que j'ai jamais entendu de ma vie. La diffusion de La l'alcool. diffusion de l'alcool. Grâce à Et là, l'immigration. tout le monde est content. Là, t'as rien à dire sur l'immigration. Hein. C'est clair. N'oublions pas non plus que pour les Russes, il n'y a pas si longtemps, la bière était considérée comme un soft drink et un remède contre la gueule de bois. Ah ouais. Eh ouais, Bah, c'est écoute. ça. Après, c'est pas complètement faux. Si t'es vraiment au gros GDB, tu bois une bière, ça te fait du bien. Bon, c'est pas recommandé. Ouais, puis Euh, j'ai entendu des trucs comme quoi c'était un peu une idée reçue quand Mais même. bien ce sûr, truc-là, c'est juste que ça mais, fait remonter ton taux d'alcool et... ouais, c'est ça, j'ai mais plus mal à la dans tête. l'absolu, c'est pas vraiment un Ouais. remède. Le cliché du russe accroché à sa bouteille de vodka a désormais un peu la vie dure. L'info la plus récente que j'ai pu trouver, c'est un article du Monde qui date de 2022, qui indiquait que les Russes boivent moins d'une manière générale. Ok. Leur consommation a chuté de 43% entre 2003 et 2016, probablement du fait d'un certain Vladimir, qui lui ne boit pas du tout, pour atteindre en moyenne 11,1 litres d'alcool pur annuel par individu. C'est même moins que les Français, on est à 11,7. Ouais, mais bon, on est un peu connu quand on est des alcoolos. Hein. Bah c'est pas faux, mais bon tu sais, le fameux mythe du russe. Ouais, non, c'est clair, ouais. Donc, en fait, ça s'explique aussi par le fait que les Russes se tendent de plus en plus vers le vin plutôt que la vodka. Et là-dessus, je les comprends parfaitement. Franchement, vrai. le pinard, Bah ouais. il n'y a que ça de vrai. Sans transition, parlons un peu des bolcheviks. Ce mouvement politique et révolutionnaire russe qui a mené à la création du Parti communiste et de l'Union soviétique. Un de ses plus éminents membres a toujours sa momie exposée dans un mausolée sur la place rouge. Alors Sam, de qui s'agit-il ? De Trotsky, de Lénine, de Staline ou de Rasputin, lover of the Russian queen, there was the cat that really was gone. C'est beau. C'est Lénine. Ah ouais, alors zéro suspense. Mais c'est ça du coup C'est une bonne réponse. Ouais, putain, tu m'as fait peur un moment. Et oui, Lénine qui est décédé le 21 janvier 1924. Le mausolée peut être visité gratuitement et il est ouvert au public tous les jours de 10h à 13h, sauf les lundis et vendredis. La conservation du corps demande effectivement des soins réguliers, il est réembaumé tous les 2 ans. Parce que c'est toujours son corps. Hein, c'est Ouais, bah vraiment, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et je trouve ça assez impressionnant quand même, d'aller il est toujours là quoi. Ouais. Et Trotsky, si tu te rappelles mon sujet sur Frida Kahlo, c'était l'amant de Frida Kahlo et il est mort au Mexique. Ah, mais oui, c'était sur quel épisode ? Je ne sais plus, mais c'était il y a quelques mois. Bah, c'était sûrement un épisode très intéressant. Ah oui, Ouais. excessivement N'hésitez pas à aller intéressant. l'écouter si vous retrouvez lequel c'est. Ouais. On est d'accord. Voilà, donc bon, là, ce dont on vient de parler, ça n'a aucun lien avec la vodka, mais je trouvais ça cool. Mais oui. Alors parmi les cocktails les plus connus, parce qu'évidemment la vodka n'est pas chargée en goût, c'est pour ça que c'est l'ingrédient idéal pour les cocktails. Sur Wikipédia d'ailleurs, c'est l'alcool avec la liste de cocktails la plus longue. Ok. Et alors mon petit Sam, Mon petit Sam. je vais tester tes connaissances en mixologie. Lequel de ces cocktails à base de vodka n'existe pas ? Oh, ok. Le Kamikaze, le Sudden Death, le Pornstar Martini ou le Woo-Woo ? Le wou-wou. Le Woo-Woo. Je sais pas, honnêtement, là. J'ai dit au hasard le kamikaze.
Et c'est une mauvaise réponse. Oh Non, le kamikaze existe. D'accord. J'ai inventé le sudden death parce que je trouvais que ça faisait un peu un cocktail genre métal. Ah mais attends, non, y a pas une marque de flotte qui s'appelle Sudden Death? Non, c'est liquid death. Ah, Liquid Death. C'est ok, de ouais. l'eau très très chère. Ouais, mais Je vois, la première fois que j'ai vu ça, c'était Steve-O, l'ancien Ouais, de c'est Jackass, ça. qui Ouais. faisait la promotion de ça. Ouais, je crois que j'ai vu ça dans un magasin ici. Je crois que les 4 canettes, c'est genre 9 euros. Non, mais c'est ouais, mais scandaleux. les gars, c'est de l'eau, quoi. Non mais c'est juste, tu vends juste le packaging en fait. oui, c'est tout. littéralement, ouais. Mais ok, Une donc façon. c'est le Sudden Death, le faux cocktail. Exactement. Donc D'accord. peut-être une future recette. Peut-être. Parce que dans les cocktails les plus connus, donc on a évidemment le Cosmopolitan avec le jus de cranberry qui était quand même vachement popularisé par Sex and the City. Ouais. Le vodka martini avec James Bond au shaker, pas à la T'as dit le cuillère. vodka martinisme. Le vodka communisme. non, vraiment martini. 100% martini. Le White Russian. Ouais. Et en fait, moi, c'est de la vodka, donc connu avec The Big Lebowski, Ouais, avec évidemment, le Jude. Mais c'est de la vodka, de la liqueur de café et de la crème. Et tu peux ajouter du vrai lait si tu veux, mais c'est pas obligé. D'accord. Moi, mon préféré, c'est le Moscow Mule. Donc, c'est citron, gingembre, vodka. En été, c'est trop bon. Bah c'est frais quoi. Le Bloody Mary, Mm. qui censément aussi est un très bon remède contre la gueule de bois. Ouais, et que je déteste. Ouais, c'est écœurant quand Ouais, même. non, hein. vraiment pas du tout quoi. Le Sex on the Beach. L'Espresso Martini, qui a un regain de popularité, t'as l'impression d'en voir partout. Le Long Island Iced Tea. Ouais. Ouais, moi je me rappelle mon frère quand il était barman, Thibaut, qui a participé à notre émission sur Tchernobyl et Jacques Brel, qui est très intéressant d'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter. Excessivement. Lui il faisait des Long Island Iced Tea dans des verres à pinte de Hoegaarden. C'est Oh. des seaux les trucs. Là tu fais un verre, ça te fait la soirée. Et le fameux Harvey Wallbanger, dont on a parlé dans notre épisode également sur les cocktails. Ouais. Tu sais, c'était le mec, il avait été faire une session de surf, il était allé au bar, et il avait demandé au barman de lui préparer un truc d'enfoiré. Et le mec, il en avait bu 2 ou 3, et il se cognait la tête contre les murs en sortant, d'où le nom Harvey nom. Wallbanger. Ouais, effectivement. Pour conclure, je pense que pour que tu comprennes bien et que tu t'imprègnes de ce sujet, le mieux encore, c'est de goûter. Parce que j'ai prévu le truc. Mais quoi? Et j'ai été faire quelques petites courses. Mais non! Je me suis dit comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'un petit peu original, tu vois. Et j'ai été dans une petite boutique à Temple Bar, quartier des bars de Dublin, très animé. Et du coup j'ai acheté exprès des petits verres à shot avec du léprechaun dessus mais qui sont c'est trop trop mignons. mignon. Et je nous ai acheté une bouteille de Botiard de vodka. C'est Et- de la vodka irlandaise. Et je peux en attester, là il est littéralement en train d'ouvrir une mignonnette Voilà, de c'est vodka. extrêmement peu radiophonique. Là actuellement, je pense que je vais verser. Voilà, ça. Et va il faire est glou-glou. beaucoup trop tôt pour boire ça, mais allons-y. Là, il est en train de servir une pinte. Voilà. Oh là 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 là. On va se faire un peu. Voilà, c'est juste. Pour Comme ça, on va rigoler. pouvoir voir. Parce que à la base, je voulais trouver de la vodka russe. Fais voir la bouteille. Mais en fait, je n'ai pas réussi à en trouver en petit conditionnement. Donc à la place, du coup. on Ah, va c'est de la goûter- vodka irlandaise. Absolument. Ah, Eh ouais. Ok, ok. Allez. Bon, allez, santé. chin, mon gars. Alors, par contre, on va quand même saupoudrer ça d'un petit peu de culture. Parce que pour consommer de la vodka comme les Russes, c'est cul sec, hein, évidemment. Ouais. Et en fait, on dit Zazdrovie, contrairement à la croyance populaire qui dit donc Zazdrovia. Contrairement à. Voilà, normalement, on entend toujours les gens dire Nazdrovia. Ouais. Mais en fait, Nazdrovia, c'est du polonais. Ah, donc c'est Zazdrovia. 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 Alors, comment tu trouves ça? Eh ben, elle est pas mauvaise du tout. Elle a un goût intéressant. Et c'est vrai que il est 14h, c'est pas forcément le meilleur moment pour faire ça. Ouais, putain. Mais, Merci, du coup, mais merci, mais très mais belle surprise. Ah, t'as vu, c'est. Ouais, c'est ça fait très- plaisir, c'est ça fait franchement très plaisir. sympa. Ouais, ouais. Et je conclurai en disant que la vodka, c'est cool. Bah ouais. Tatouage! 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 Le tatouage est aujourd'hui largement répandu. Une grande partie de la population en arbore fièrement, et mis à part pour des professions spécifiques, il est généralement accepté et démocratisé. Il est très simple aujourd'hui de se faire un tatouage. D'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, sur ton sujet sur la vodka, d'ailleurs, très bonne vodka hein, Ah que ouais, tu m'as fait excellente, goûter. hein, ouais. Et, je ne compte pas rien qu'à Dublin, le nombre de salons de tatouage. Il y en a à tous les coins de rue. Ouais, exactement quoi. Il est également très simple maintenant de trouver l'inspiration pour se marquer la peau.
Une illustration, un symbole, ou même une phrase que tu aimes particulièrement serviront bien à marquer ta peau de façon indélébile. Only God can judge me. Il n'y a aucun regret à avoir. Ceux qui se sont fait no regrets ou encore no regrets voient très bien de quoi je parle. Alors souvent mal vu et réservé aux marginaux, à l'époque, le tatouage est maintenant bien implanté dans les mœurs et n'étonne plus personne. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Au travers des fouilles archéologiques effectuées un peu partout et ou des corps sur lesquels on a pu retrouver des traces de pigmentation, il apparaît que cette pratique est présente globalement depuis très longtemps et on en a trouvé aux quatre coins de la planète, que ce soit en Grèce, en Égypte ou même en Chine par exemple. Peu importe les cultures donc, les choix esthétiques semblent par contre souvent les mêmes. Très souvent des formes géométriques comme des triangles, des lignes ou encore des points. Certains représentaient des animaux ou encore des fleurs, typiques de l'art pratiqué dans le passé qui tendait à représenter le réel et les observations faites par les hommes d'alors. Dans certains cas, ils servaient également de marqueurs de propriété, notamment pour les esclaves. Il faut remonter très loin dans le temps pour retrouver les premiers tatouages. Le plus vieux tatouage retrouvé à ce jour se trouvait sur Otzi, un homme du néolithique dont les restes congelés ont été retrouvés dans les Alpes autrichiennes, qui est estimé à plus de 5000 ans. Ah oui, donc oui, c'est vraiment vieux. pas tout jeune. Ouais. Selon les études menées sur le corps, l'hypothèse est émise qu'il s'agirait de tatouages thérapeutiques afin de soulager de douleurs que notre petit Otzi avait. Ah oui, donc c'est vraiment pour dévier la douleur, quoi. On fait mal ailleurs pour pas c'est un truc un peu, okay. J'imagine peut-être un truc chamanique ou quelque chose comme ça, quoi. Et pour la petite histoire d'ailleurs, le corps retrouvé de Otzi présente une blessure causée à l'épaule, apparemment par un tir de flèche. Il aurait donc été tué. Mais comme il manque un contexte pour expliquer la mort du bon vieux Otzi, c'est là peut-être le plus vieux cold case de l'histoire de l'humanité. Ah, et puis là, clairement, c'est vraiment, ils vont pas le rouvrir. Ah bah non, ça là, c'est sûr. C'est pas puis possible. en plus, il est retrouvé dans la glace, donc c'est vraiment un très cold case. Hey Cette pratique était donc relativement développée, mais l'avènement du christianisme en Europe, mais les autres monothéismes y ont également contribué, verra le bannissement de ces pratiques, notamment en raison du fait qu'elles renvoyaient à des pratiques païennes. À l'autre bout du monde, et à peu près au même moment cependant, à quelques siècles près bien évidemment, les bouddhistes thaïlandais du courant du Theravada avaient eux incorporé la pratique du tatouage dans leur rite religieux et se composaient en partie de mantras, textes religieux. Donc je vous renvoie au sujet sur le bouddhisme que... qui est sorti récemment et qui est très intéressant. Très intéressant. Ouais. Pour un âge réminiscent. En tout cas, jusqu'à ce que tu dis, est très intéressant. Très intéressant. Également. Merci. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que les Européens renouent avec le tatouage, avec les voyages de James Cook en Polynésie, où il fera la rencontre des populations locales qui portaient des tatouages, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Le mot tatouage retrouve son étymologie directement dans la langue tahitienne par la contraction de deux mots en un. Ta et atua qui forment le mot tatua. Voilà. D'accord, bon, jusque-là c'est clair. Voilà. Et d'ailleurs, mon cher Goth, que signifie ce mot à la base ? Enfin, ou la contraction de ces deux mots. Donc, le mot ta qui veut dire dessin inscrit dans la peau, et du mot atua qui signifie Dieu. Est-ce la combinaison du mot ta qui signifie sang et du mot atua qui signifie pieuvre ? Est-ce la combinaison du mot ta qui veut dire celui qui lit ça et du mot atua qui signifie est un con ? Ou alors la combinaison du mot ta qui veut dire dessin et du mot atua qui signifie douloureux. J'hésite entre la première et la quatrième. Le premier c'est Dieu, c'est dessin inscrit dans la peau et atua qui signifie Dieu. Et la quatrième c'est dessin et douloureux. Je vais dire dessin douloureux. Et c'est une mauvaise réponse. Ah mais non. C'était la première réponse. Leurs tatouages avaient effectivement, et ont toujours d'une certaine façon, une portée divine. Ouais, bien sûr, ouais. Qui servent de rite de passage et également à marquer un rang social. Les missionnaires bannirent la pratique, alors considérée comme barbare, mais alors après plus de 150 ans d'interdiction, la tradition du tatouage polynésien est aujourd'hui célèbre et est reconnue comme étant un art à part entière. Ah bah oui, ils ont quand même fait le film Moana. Quand même. Faut pas déconner. Bah voilà. Bon, si c'est pas une forme de respect, ça je sais pas ce que c'est. Du point de vue européen, et plus généralement religieux, le tatouage était mal vu donc, et était le plus souvent réservé à certaines personnes comme les marins ou les prisonniers, par exemple. Mais ce qui est quand même surprenant,
c'est que certaines personnalités historiques ont eu des tatouages. Et alors, mon cher Goth, ta tâche ici va être d'associer les personnalités que je vais te citer au tatouage, ok? Donc, oui, c'est comme les jeux où il faut mettre une flèche pour... Exactement. Ouais, ok, ouais, je vois. Ouais. Donc, ces 4 personnalités sont Joseph Staline, Winston Churchill, George Orwell et l'archiduc Franz Ferdinand. Ok. Le premier tatouage, c'est une encre sur l'avant-bras. Là, moi, je dirais que c'est Churchill. D'accord. Ensuite, une tête de mort sur la poitrine. En sachant par contre que j'ai mis 5 propositions, histoire de brouiller les pistes bien un peu. sûr, Donc voilà. Une tête de mort sur la poitrine. Moi, je dirais que c'est aucun. D'accord. Un point bleu sur chaque phalange. Oh là là. Un point bleu sur chaque phalange. Donc Joseph Staline, Winston Churchill, George Orwell, l'archiduc Franz Ferdinand. George Orwell. Ok. Un dragon en couleur sur l'avant-bras. Franz Ferdinand. Ok. Et ensuite un tatouage... Ok, je vois à ton visage que j'ai donné que des mauvaises réponses, mais vas-y. Et ensuite un tatouage carpe diem sur le bas du dos. Ah mais non, mais c'est celui-là qui est pour personne. Ah mais oui, mais c'est évident. Parce que si tu m'avais dit un tatouage de papillon, je veux dire c'est pareil. Donc du coup, celle pour qui t'as dit... donc du coup, alors je répète, une encre sur l'avant-bras, une tête de mort sur la poitrine, un point bleu sur chaque phalange et un dragon en couleur sur l'avant-bras. Du coup, comment... Non, je maintiens mes réponses. Tu maintiens... Donc du coup... Bah ouais, mais la tête... faut quand même que t'associes parce que t'as dit pour 2 tatouages qui n'appartenaient à personne du coup. Ah oui, effectivement ça colle pas. L'encre Winston Churchill, les 2 points George Orwell, le dragon Franz Ferdinand, Ouais. et le dernier c'est... Staline. Staline. Ah, c'est simple, il te reste la tête de mort sur la Bah allez, je vais poitrine dire et la le tête de tatouage mort. carpe Je vais diem. dire la tête de mort. Et c'est un sans faute. Tu déconnes. Mais ouais, mon gars. C'est vrai. Ouais. Allez. Donc Staline a eu son tatouage de tête de mort sur la poitrine lors d'un passage en prison. Churchill, une encre sur l'avant-bras pour ses années passées dans la marine. Ouais. George Orwell, quand il était policier dans les colonies britanniques de Birmanie, histoire qu'il relate d'ailleurs dans son bouquin Burmese Days. Et ensuite, Franz Ferdinand, qui effectivement avait un dragon en couleur sur l'avant-bras, un souvenir rapporté du Japon. D'accord. Eh ben, Ouais. dis donc. Dis donc mon gars, Dis mais donc. bravo, sans Ah non, faute, mais hein, la sans vache. faute. Malgré donc les idées reçues, on peut voir que même des personnes très fréquentables et respectables en ont eu aussi, n'est-ce pas? Ah bah. Ironique, hein, évidemment. Ouais. Comme on peut le voir, la pratique du tatouage était donc assez marginalisée dans la culture européenne, mais certains peuples, tribus ou clans en ont fait un élément central de leur culture. Et là, je vais commencer par le plus évident peut-être, c'est celui des Yakuza. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Cette mafia japonaise, donc, était, il y a encore quelques décennies, largement intégrée dans la société civile et aidait même les autorités en cas de catastrophe naturelle. Ah ouais, mais ça faudra faire un sujet à part parce qu'ils Ouais. ont quand même travaillé main dans la main avec le gouvernement Ah ouais, après à fond, la à guerre. C'est un truc de fou. Hein. C'est clair. Ils étaient plus de 160 000 au Japon dans les années 60, donc grosse, presque une entreprise, quoi. Ouais, Mais- une corporation. tu Ah veux bah, dire. ouais, c'est clair. Mais après des lois anti-Yakuza passées au début des années 2000, il ne serait plus que 28 200. Bon, ils sont quand même... Ça reste quand même ouais, correct. un hein. bon chiffre. On est plus qu'une PME. Hein, là, c'est quand même une bonne organisation. Quoi. On est d'accord. Quoi qu'il en soit, les Yakuza ont une traduction du tatouage qui leur est propre. On appelle ça le Hirezumi. Le rituel est réputé comme étant douloureux car il utilise des méthodes traditionnelles d'ancrage de la peau. À l'aide d'aiguilles imbibées d'encre et fixées sur une tige en bambou, l'artiste va littéralement percer la peau. Le procédé est long, douloureux donc, et peut prendre des années car les tatouages sont généralement volumineux, en couleur, et pour les plus persévérants, peut recourir à la quasi-totalité du corps. Et puis ouais, je crois que c'est ça. Et puis c'est avec un maillet. Genre ils font vraiment genre c'est Ouais, millimètre par c'est- millimètre. Quoi. ah ouais, c'est c'est, vraiment. J'ai déjà vu des vidéos de mecs se faisant tatouer selon ce procédé-là. Waouh, c'est violent. Faut faire preuve d'abnégation quoi dans ce cas-là. Quoi. La culture japonaise, en partie à cause de ça, mais surtout je pense à cause de ça, voit donc toujours d'un assez mauvais œil la pratique du tatouage, car évidemment associée à la mafia. D'ailleurs, certains établissements comme les onsen, les sources d'eau chaude, où il faut se foutre à poil, refusent l'accès aux personnes tatouées, et peu importe que tu sois un touriste
ou que ton tatouage soit le symbole des reliques de la mort de Harry Potter. Je veux dire, rien à foutre, quoi. Ah, encore un qui est très très populaire, effectivement. Effectivement. Ou si tu as éventuellement un petit logo Hellfest tatoué derrière l'oreille. Ah ouais, mais bon, ça tu rentres pas non plus. Ah non, bah tu cherches la merde. Là, le Hansen, il te dit non. Je sais pas comment est-ce qu'on dit non en japonais, mais... IE, je crois. Ah, ils te disent IE tout de suite. Ah oui, immédiatement. Exactement. Et en deuxième exemple de groupement de population qui utilise dans sa culture le tatouage sont les peuples berbères ou amazighes que l'on retrouve notamment au Maroc et en Afrique du Nord plus généralement. Groupe ethnique à part entière, leur pratique du tatouage remonte à la préhistoire et fait partie intégrante de leur culture. Ces tatouages, souvent des formes géométriques, peuvent avoir plusieurs fonctions, comme la communion avec les esprits, une application thérapeutique et ou médicinale, ou peut encore être fait à des fins purement esthétiques pour faire joli, quoi. Ah mais je prends des notes, vas-y, tu continue. Prends des notes ? Oui, vas-y. Et dans le cas donc des berbères, c'était principalement les femmes qui en portaient sur le corps, mais également le visage, et a pour fonction de symboliser des étapes de la vie, un statut social, mais peut également servir de marqueur d'appartenance à une tribu. De la même façon que pour les Yakuza, les tatouages étaient effectués de façon artisanale, mais variaient dans le sens où la méthode était quand même un peu différente. Dans leur cas, soit on tailladait la peau et appliquait directement de l'encre dedans, ou à l'inverse, on appliquait l'encre sur la peau et on venait ensuite piquer la peau. Je grimace depuis 10 secondes. Ouais. C'est... Ah, ok, ouais. Dans tous les cas, ça devait bien faire douiller, effectivement. Ouais, on est d'accord. Ces peuples pratiquaient le tatouage bien longtemps avant l'islamisation de l'Afrique du Nord, mais à partir du 7e siècle, suivant les premières invasions arabes, cette pratique fut mal considérée par les élites guerrières ayant pris le pouvoir. Elle perdura malgré tout, un peu en sous-main de façon marginale, mais c'est dans les années 50 surtout que le développement économique du Maroc, et encore une fois de l'Afrique du Nord généralement, et son occidentalisation, que les berbères et leurs pratiques du tatouage seront de plus en plus mal vues et mal considérés, considérés comme incompatibles avec la vie moderne des villes. Et donc marginalisés, comme l'image qu'a le tatouage. Voilà, de moins en moins maintenant, mais voilà. Jusqu'il y a encore une trentaine d'années, le tatouage était très mal vu, quoi. Même il y a 30 ans, c'est à part les rockers, les routiers et les tolards, peut-être les marins qui portaient des tatouages, quoi. Et cet aspect de la culture berbère refait malgré tout surface, et de jeunes gens qui ont des origines berbères se réapproprient d'ailleurs l'art du tatouage. Et d'ailleurs, il y a des documentaires là-dessus sur YouTube qui sont très intéressants. J'ai pas noté par contre les noms de ces documentaires, mais bon, vous tapez tatouage berbère, je pense que ça devrait aller, c'est un moteur de recherche, tout le monde sait comment ça marche. Exactement. C'est d'ailleurs ce que l'on peut dire en général sur les tatouages, parce que, comme déjà dit dans l'intro, le tatouage est aujourd'hui largement démocratisé. Et cela n'a plus rien d'étonnant à ce que l'on en porte. Alors faites-vous plaisir, du dessin le plus minimaliste à la fresque hyper détaillée, en passant par le nom de votre ex qui vous a quitté comme une merde, ou votre papy décédé, ou une phrase inspirante comme je sais pas moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, seul Dieu peut me juger. Lol, faites-vous plaisir, faites de votre corps une toile et surtout, assumez. Absolument. Dans ton culture. Et nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés durant nos recherches et où on débriefe tranquillement. Du coup, au niveau des tatouages, je crois que tu voulais qu'on parle des nôtres. Bah ouais, parlons de nos tatouages. Ah ouais, bien sûr, oui, bah toi, qu'as-tu comme tatouage ? Alors, tu m'emmerdes. Enfin, c'est moi qui ai lancé la perche, j'avoue. Bah moi, en fait, c'est juste une connerie de jeunesse, hein. Je devais avoir 21, 22 ans. La drogue, l'alcool. Je plaisante, mais ouais, en fait, c'est un tatouage que je me suis dessiné moi-même. Ah, c'est toi qui l'as dessiné ? Ouais, donc vraiment fondamentale erreur, hein. Et c'est un T'es allé au salon de tatouage, t'as dit je veux ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le mec a fait d'accord, ça te coûtera 80€. Ok, d'accord. Et donc c'est moi qui l'ai dessiné. Il m'a fait excessivement mal. Et il est autour de mon nichon. Il est autour de mon téton droit, précisément, donc sur le pec. Mais bon, au moins, à moins qu'on me voit torse à poil, du coup, personne ne le voit. Et mais je l'assume, ceci dit, comme je disais, je l'assume complètement. J'en suis fier, malgré qu'il faut bien le reconnaître, il est un peu moche, hein, on dirait un peu un tatouage de prison, honnêtement. Parce que
Mais voilà, bah écoute, hein, j'assume. Ouais, pas c'est le un choix. petit légèrement tribal, Ouais, un peu voilà, de couleur, ouais, voilà. ouais, non, un c'est- peu, c'est- ouais, c'est- voilà. Et toi alors, t'es tête de mort, mon gars? Bah écoute, moi j'ai pas exactement une tête de mort en fait. Moi je fais un tatouage tous les 10 ans. J'en ai fait un en 2013. Ok. Je me suis fait un as de pique avec marqué autour Death Forever parce que je suis extrêmement fan du groupe Motorhead. Voilà. Voilà, j'ai trouvé ça cool, tu vois. Donc voilà, j'ai ça sur le poignet, comme ça quand je mets une chemise ça se voit pas. Bon voilà. Et sur l'avant-bras gauche, donc cette année, je me suis fait le sigle, le logo, l'image des Iron Warriors, ma légion, mon armée principale dans Warhammer 40 000, parce que je suis un vrai nerd et je l'assume. C'est beau. Et au niveau de la vodka. Ouais. Au niveau de la vodka, il y a plein de trucs dont j'ai voulu parler, mais que j'ai dû un peu, parce que c'était un petit peu trop léger. Il y a le groupe Korpiklani, qui commence par un K, et que je vais pas me risquer à épeler. C'est un groupe de pagan metal, je crois qu'ils sont finlandais, donc c'est du métal avec des instruments traditionnels. Ok. C'est très festif, tu vois, ça pourrait passer en fest-noz, sans problème. Et ils ont leur chanson la plus connue, s'appelle Vodka, et je vous incite à aller l'écouter, elle est très 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 rigolote. D'accord. J'ai noté également Rachmaninov, Arashnikov. Ah oui, alors, parce que quand j'étais adolescent, un de mes premiers alcools, effectivement, c'était la vodka, et on allait acheter de la vodka à Lidl. Et c'était la vodka Rachmaninov, qui je crois coûtait 5 €. De la bonne vodka, De la j'imagine. bonne vodka, et nous on appelait ça de la Arashnikov, parce que je pense que tu comprends pourquoi. Oui, évidemment. Évidemment. Je n'ai pas parlé de la dispute au niveau de la paternité de la vodka entre la Pologne et la Russie, parce qu'ils se disputent vraiment de savoir qui c'est vraiment, qui est le premier, qui l'a inventé. Bon, en fait, j'ai pas réussi à trouver vraiment qui c'est qui, donc j'ai pas voulu rentrer là-dedans. Laissons la rivalité ouverte. Exactement. C'est toujours mieux. Et d'ailleurs, j'en profite également pour ajouter un petit disclaimer, hein, l'alcool, c'est avec modération. On est d'accord, évidemment. On est Comme d'accord. tout alcool, d'ailleurs. Et avec des copains uniquement. Oui, oui. Des copains et des copines, évidemment. J'ai noté aussi Tchernobyl, vodka contre les radiations. Oui, parce que dans la série de Tchernobyl, on voit qu'ils filaient de la vodka en Je me caisse, souviens en fait, pas de ça. en plus des capsules d'iode. Et les mecs, ils se bourraient la gueule, les liquidateurs sur le site. Ah là là. C'était terrible, quoi. mon Dieu, Ils quoi. buvaient énormément, mais en même temps... Quelle quand belle tu- époque. Ouais, en même temps, quand tu vois où ils bossaient... C'est clair. dur, Tu quoi. m'étonnes, tu m'étonnes. Et toi, par rapport à la vodka, est-ce que t'as une petite histoire comme ça Ouais, enfin moi ça m'a il y a le groupe Little Big là, d'ailleurs que t'avais mis dans le Ah oui, c'est la personne de petite taille qui boit de la qui vodka se là. verse de la vodka dessus, Je ouais. crois que c'est une impression écran du plus ou moins du clip de Little Big. Où Every c'est day I'm drinking, every day I'm drinking. que tout le monde a connu d'ailleurs grâce à la fameuse vidéo d'Antoine Daniel. Ouais, spécial où, russe. ouais. C'est normal en Russie. Exactement. Et t'as une chanson aussi, c'est vodka, vodka. Na, 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 na. Non, c'est Moscow. Ok, oublié. Pas du tout. Après, tu sais quoi, ça passe. Ça passe. Hein. Ouais. Franchement, ça passe. Et puis bon, pas vraiment en lien avec la vodka, mais en lien avec la patate et puis l'alcool. Hein. Ce que je te disais tout à l'heure, justement, ce fameux alcool de gin de patate qu'on avait acheté il y a quelques années. Et avec lequel on s'était savamment bourré la gueule. Et c'était une sacrée soirée. Une sacrée soirée. Mais tu sentais que c'était pas très sain, le gin de patate. Non, effectivement, Ouais. effectivement. Et je sais même pas si normalement ça devrait pouvoir s'appeler gin, mais bon. Allez. Ceci restera un mystère. Hein, Exactement. apparemment. Mais ça reste un bon souvenir. Même si j'en ai un Mais- souvenir assez vague. Mais, Oui, effectivement, on est d'accord. Ouais, voilà. Et toi, un truc sur les tatouages? Ouais, parce que il se trouve que j'ai eu la chance énorme d'aller passer un petit peu de temps en Nouvelle-Zélande. Et donc j'ai côtoyé, j'ai travaillé dans les usines de kiwi, d'emballage de kiwi, donc j'ai bossé avec des Maoris, et la plupart ont tous des des très beaux tatouages, Ouais, etc. Et la plupart, en fait, certains, ils m'ont dit que eux, ils se sont fait faire le tatouage en prison. Alors, il y a une fois un mec qui m'a dit mais t'es jamais allé en prison? Non. non, il était vraiment surpris, tu vois. Et À la limite, c'est normal, quoi. et c'est ça, et justement quand tu disais, tu sais, les techniques de tatouage à l'ancienne avec une aiguille et un maillet, il y avait un mec qui m'a dit ça. Il m'a dit, ouais, vas-y, va à Rotorua, là, je vais te donner l'adresse. Le mec, il te fera un tatouage pour $30. Par contre, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Je fais, je sais pas, là. je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce clair. que je lui dis, mais ça fait mal. Il fait, ah ouais. Ok. C'est vrai, ouais.
Et puis bah voilà quoi, j'avais une autre anecdote qui date d'il y a très longtemps, quand j'étais arrivé à un chantier international en Allemagne, j'avais 16 ans, j'arrive quasiment en pleine nuit, c'était tout un truc, on va dire, associatif avec différents jeunes de différents pays d'Europe, il y avait un Russe, et moi quand je suis arrivé, le mec il me dit ah bah t'es là, très bien, et on était dans l'espèce de cafette de là où on dormait quoi, et là il sort une bouteille de vodka, et c'était vraiment de la vodka russe, tu vois, de Moscou. Et je me rappelle qu'elle était trop bonne. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi je connaissais que la Arachnikov. Alors du coup, quand il me sert ça, je fais « Oh la vache !» C'est vraiment frais, très agréable. Donc tu peux trouver de la bonne vodka, ça existe quoi. Même apparemment la Grey Goose. Qui est une vodka française. Ouais, c'est ça, ouais. Qui est excessivement cher d'ailleurs. Qui est très cher, je crois. Moi, à chaque fois je les vois, c'est dans les aéroports. C'est tout le temps là. Et je crois que c'est 50 € la bouteille. Ouais. Mais a priori... Elle est bonne ? Eh bah elle est bonne. Je crois pas en avoir déjà bu, mais... Moi non plus. Bah peut-être qu'on essaiera un de ces jours. Bah pourquoi pas. Pourquoi bien pas, maintenant, faut se ça. mettre à la page. De toute façon c'est pour se cultiver. Principalement. Oui, c'est pour le travail. Pour le travail. Ouais. Et juste... excuse-moi, je t'ai coupé ? Non, pas du tout. Non. Concernant la signification de certains tatouages, est-ce que tu sais les larmes là que certains. Ah oui, ouais. Ça c'est pour les gangsters, ouais. Ouais, et donc la larme vide, tu sais ce que ça représente ? Ah non, je savais pas qu'il y avait une différence entre larme vide et larme pleine. Alors la larme vide, c'est un mec qui a fait une tentative de meurtre. Le mec qui a la larme pleine, c'est qui a tué. Ouais. Ensuite, t'as les toiles d'araignée sur les coudes. Ouais. C'est ce que ça veut dire. Il y a dans le cou aussi, hein. Ouais, mais généralement, la signification, normalement, c'est sur le coude. D'accord. Et ça veut dire que t'as passé du temps en prison. Symbolique, en fait, des coudes sur la table à attendre, en fait, quoi. Ok. Et voilà. Et les 3 points sur la main. C'est mort aux vaches. Mort aux vaches, bah ouais. ça on connaît, ça. Ouais, non, mais t'as mort aux vaches et t'as aussi les 4 points. Qui veut pas dire mort à l'animal, hein, mort non, c'est au ça, flic, mort ouais, voilà, ouais, quand t'es vraiment à cab. Ouais. Et sinon, bah, t'as les 4 points, et ça, c'est entre 4 murs. Pareil, c'est quand t'as été en prison. Ça, c'est plus franco-français, je pense. D'accord. Ouais. Et moi, je me rappelle parce que quand j'étais au lycée, mon chauffeur d'autocar qui nous ramassait tous les matins, il avait les 3 points sur la main. Ouais, c'est trop un marlou, le gars, laisse tomber. Mais on n'a même pas parlé de Prison Break. Mais putain, mais évidemment. S'il faut parler de tatouage, voilà. Le plan de sortie de prison le plus élaboré de l'histoire de l'humanité. Les mecs, les scénaristes, ils se sont quand même vachement creusés. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est très très marrant parce que du coup, dans toutes les saisons suivantes, le mec, l'acteur qui joue Scofield dans la série, il a tout le temps des manches longues. Parce que du coup, il va pas se faire chier à refaire ça. Il en a marre. Il en a marre, quoi, c'est ça. Bah écoute, un petit mot de la fin. Oui. Eh bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de vous la péter grave lors de votre prochaine dégustation d'IPA et vous rendre très intéressant. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Mettez-nous 5 étoiles pour nous permettre un jour d'entrer au guide Michelin. Oh. Et surtout, rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Et n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos propositions de sujets. Absolument, et vous êtes déjà 899 à nous suivre sur Instagram. C'est incroyable pour nous, c'est une grosse milestone. On vous remercie. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on travaille aussi dur. Eh bien, kenavo les potos. Bonne journée, gros bisous tout le monde. Je suis pas ton gars, mec. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. On n'est pas tes gars, mec. Je suis pas votre mec.